Donc bonjour à tous, merci d'être là cet après-midi pour cette nouvelle conférence. Alors donc aujourd'hui on a Pierre Delorme, Laurent Allier et Cyrus qui vont nous parler un petit peu donc, de l'autonomie. Qu'est-ce que l'autonomie? Donc ils vont se présenter eux-mêmes, présenter leur activité et ensuite on fera place à une part de questions pour ceux qui en ont à la fin de la conférence. Oui, ça marche. Eh bien, Ça marche. bonjour, je suis Cyrus Farangui, j'exerce le métier de consultant. Dans mon temps libre, je suis blogueur sur les mêmes questions sur lesquelles je fais du conseil, c'est-à-dire la transition écologique et sociale. Je donne des conférences et je donne un cours à l'EM Lyon, une école de commerce, sur ces mêmes sujets. Donc, vous l'aurez compris, je suis plutôt dans la théorie. Ne fuyez pas, puisque je vais parler de en quoi la théorie justifie la pratique. Bonjour à tous, je suis Laurent Hayet, 30 ans de responsabilité dans le monde industriel, aujourd'hui consultant indépendant. Si vous faites une petite recherche, je suis le président d'Adrastia, qui est une association de citoyens consternés devant les enjeux du futur. J'ai co-dirigé avec Laurent Testo, un journaliste, un ouvrage qui s'appelle Collapsus, qui parle du monde actuel, de ses dynamiques. Bon, on va faire avec le réel, hein, on est là pour ça. J'ai eu différents engagements et je viens illustrer, conceptualiser, passer surtout la part à Pierre pour comprendre dans quelle logique s'insère sa démarche à lui. Voilà. Alors bonjour, je m'appelle Pierre Delorme, je suis plus connu sous les réseaux sociaux sous le pseudo Pierre1911. Ça fait 10 ans que je traite de l'autonomie alimentaire et énergétique sur le terrain. Voilà, je suis là pour secouer les puces en fait aux penseurs qui sont à ma droite. Ce que je ne manque pas de faire puisque Laurent m'a fait l'honneur de venir déjà et de se tâter un peu au terrain. Cyrus, si tu n'as pas compris que c'était une invitation... voilà. Eh bien voilà, nous faisons un peu tous partie de cette même communauté qui réfléchit à la question des limites planétaires, des contraintes que ça impose sur notre avenir. Moi-même, j'essaie de modestement contribuer à la réflexion à travers mon blog. Vous pourrez y voir des interviews, d'ailleurs de Laurent Hayet, d'Arthur Keller, peut-être que certains parmi vous connaissent, de Stéphane Linou encore. Voilà. Donc je suis en plein dans on va dire cette communauté-là et j'espère y contribuer. Là, je vais discuter de 3 thèmes que sont les grandes tendances en matière de changement climatique, de contraintes sur l'approvisionnement énergétique et d'agriculture, pour ensuite conclure sur la question de ce que ça implique en termes de résilience, à la fois individuelle et collective. Pour commencer par le sujet du changement climatique, le message général, c'est que les meilleures observations scientifiques disponibles sur ce qu'on est déjà en mesure d'observer partout dans le monde et ce que les meilleurs experts arrivent à modéliser sur l'avenir justifient l'idée de se préparer, à la fois à échelle individuelle, à échelle collective, c'est-à-dire régionale, nationale, internationale. Et quand je parle de changement climatique, c'est pas tenez, aujourd'hui, il fait chaud, oh mon Dieu. C'est des tendances lourdes, à la fois en termes de stress chronique, c'est-à-dire la température qui augmente progressivement, ou encore la mer qui monte progressivement, donc des stress chroniques, et aussi l'accroissement de la fréquence et de l'intensité d'événements climatiques extrêmes, qui vont à la fois nuire à nos approvisionnements alimentaires, énergétiques et autres produits plus ou moins essentiels. En fait, pour vous faire une idée et pour que vous voyez à la fois en quoi est-ce que vous observez déjà ça, soit autour de vous, soit dans la presse en France et ailleurs dans le monde, je vais vous faire juste un relevé de ce que le rapport du groupe 2 du GIEC, donc celui sur les impacts et l'adaptation, je ne dis pas que c'est une Bible, mais c'est une bonne base, un relevé des événements climatiques extrêmes qui sont déjà en train de nous contraindre et en toute vraisemblance, cela est orienté à la hausse. Alors, il y a évidemment les vagues de chaleur qui, une fois dépassant un certain niveau de température et d'humidité, peuvent devenir mortelles pour le corps. Il n'y a pas besoin d'atteindre ce niveau-là pour que ce soit gênant pour l'agriculture. Il y a évidemment les inondations
il y a les sécheresses. En ce moment, par exemple, rien que les dernières semaines, une sécheresse au Maroc qui a amputé la production de blé de moitié. Une sécheresse au Chili qui non seulement entraîne un rationnement dans certains quartiers de Santiago et nuit à l'industrie minière et donc à nos approvisionnements métalliques utiles à la transition énergétique. Je reviendrai sur la notion d'effet combiné en cascade, etc., dont le GIEC parle aussi. Je poursuis sur d'autres événements climatiques extrêmes. Il y a les feux de forêt, il y a le dépérissement des arbres, à la fois sous l'effet des sécheresses et de la prolifération de ravageurs et de pestes. Il y a la fonte des glaciers de montagne, donc on parle là de nos châteaux d'eau. Donc c'est un des phénomènes qui va d'autant plus contraindre nos approvisionnements en eau. Au niveau de la pêche, et donc une partie de notre alimentation, il y a la disparition progressive des coraux, sachant qu'à plus 1,5 degré, et on n'en est pas loin, c'est 90% des coraux qui risquent de disparaître. Il y a l'acidification des océans, là aussi une contrainte de plus sur la pêche. D'autres effets comme la désertification, extinction d'espèces, donc l'érosion de la biodiversité, tout cela concourt aussi à une certaine dégradation des sols et donc à une insécurité alimentaire, éventuellement des déplacements de population. Du côté de la santé, j'en ai peu parlé et on en parle assez peu, mais il est déjà documenté qu'il y a une expansion, par exemple, de maladies tropicales comme la dengue, un accroissement des risques de choléra, entre autres en raison des inondations, et puis des risques de maladies mentales, de stress. Donc voilà pour planter le décor, rien que sur le climat. Là, tout ça, on l'observe déjà dans certaines proportions à plus 1 degré, qu'on a mis une bonne centaine d'années à prendre. Les estimations qu'on a de disponibles pour voir un autre degré de réchauffement, et donc imaginez la fréquence des sécheresses, par exemple en France, que vous voyez, 1 degré de plus, ça veut dire encore plus fréquent et encore plus intense, ces sécheresses-là. On ne peut pas dire qu'une sécheresse donnée est entièrement due au changement climatique. On peut juste dire qu'elle va être plus fréquente et plus intense à l'avenir. Donc ce degré supplémentaire, selon les émissions futures et selon qu'on ait du bol ou pas, parce qu'on ne sait pas exactement tel niveau de CO2 va provoquer tel niveau de réchauffement, on ne peut pas l'estimer avec précision, parce qu'on n'est pas encore capable de mesurer avec précision le rôle des nuages. En tout cas, ce degré supplémentaire, on se le prendrait entre les années 30 et les années 70. Et comme on ne prend pas un très bon chemin sur les émissions, ce sera peut-être plus proche des années 30. Évidemment, en termes d'adaptation et de résilience, selon qu'on ait 10-15 ans ou une cinquantaine d'années pour se préparer, c'est absolument pas la même chose. Donc il faut être préparé aux deux extrêmes. Je vais vous le lire concernant, parce que là je viens de parler de tout un tas de risques séparément, en silo. Il y a évidemment des effets combinés entre ces différents risques climatiques et des risques climatiques et non climatiques. Et le mieux, c'est en fait de vous lire une traduction d'un chapitre du rapport du GIEC qui s'appelle « Les risques complexes, composites et en cascade », qui devrait plaire, j'en sais rien, mais qui devrait conforter les collapsos dans leur vision du monde. Je cite, « De multiples aléas climatiques se produiront simultanément et de multiples risques climatiques et non climatiques interagiront, entraînant une aggravation du risque global et des risques en cascade dans les secteurs d'activité et les régions. Certaines réponses au changement climatique entraînent de nouveaux impacts et risques. Par exemple, la vague de chaleur en Inde où, pour se climatiser, on consomme encore plus de charbon, ce qui va provoquer encore plus de changements climatiques, et devrait augmenter dans les secteurs de l'eau, de l'énergie et de l'alimentation. Les chaînes d'approvisionnement qui reposent sur des produits de base spécialisés et des infrastructures clés peuvent être perturbées par des événements météorologiques et climatiques extrêmes. Ça aurait pu être écrit par Pablo Servigne ou Stéphane Linou, peut-être, mais en l'occurrence, c'est le GIEC. Sur l'approvisionnement énergétique, un peu le deuxième chapitre de ma présentation, alors il y a déjà les effets du changement climatique sur les approvisionnements. Les sécheresses qui nuisent par exemple à la production d'hydroélectricité ou d'énergie nucléaire pour le refroidissement des centrales. Plus généralement, les événements climatiques extrêmes peuvent peser sur les réseaux de distribution d'électricité, à tel point que, dans un rapport de 2020, le Pentagone, donc on parle de l'armée américaine, en 2020, le Pentagone écrit un rapport sur le climat, sur les risques climatiques que je vous encourage à lire, mais il est en anglais, parlant carrément d'un risque d'effondrement du réseau électrique américain.
On parle quand même de la première puissance économique mondiale. À la fois parce que le réseau est vétuste et donc non résilient, et parce que les risques sur les réseaux s'accroissent, du seul fait des événements climatiques extrêmes. Les événements climatiques extrêmes peuvent aussi nuire à l'approvisionnement pétrolier. Récemment, il y a eu une tempête en Asie centrale qui a démoli un pipeline pétrolier. Sur la question pétrolière, là, les experts sont moins formels que sur le changement climatique. Il y en a qui pensent qu'il y en a encore pour un moment, et d'autres qui croient en un effondrement plus ou moins brutal de l'approvisionnement. Je ne me situe pas tout à fait dans ce second extrême, mais plutôt proche, où effectivement, si l'on doit s'en tenir aux seules réserves disponibles, on a peut-être un plateau encore 10 ans, puis un lent déclin. Mais ça, c'est si on investit dans l'exploration et la production de pétrole encore beaucoup, ce qui est loin d'être gagné. Et ce n'est pas parce que dans le reste du monde, il y a du pétrole que la France a du pétrole disponible. On peut avoir un déclin gérable dans le reste du monde, mais nous, on n'a rien sous nos pieds. Ça, je pense que c'est assez connu. Et c'est aussi pas parce qu'il y a du pétrole brut disponible qu'il y a du carburant disponible. Actuellement, on sous-investit dans les capacités de raffinage de pétrole, à la fois en Europe et aux États-Unis. Donc tout ça contraint le diesel et l'essence disponibles. Et puis pour les approvisionnements gaziers, bon, même s'il y en a encore sous le pied pour quelques décennies, on voit bien que c'est en ce moment que c'est risqué et qu'on n'a pas la main dessus. Dès cet hiver, c'est plus que des rumeurs maintenant, il pourrait y avoir des rationnements d'électricité. Notre parc nucléaire fait l'objet de beaucoup de travaux d'entretien. On a du mal à construire de nouvelles centrales, de nouveaux EPR. On galère à en construire un de plus. Le prochain, ce n'est pas avant 2035-2040. Il y a aussi des problèmes techniques sur les approvisionnements d'énergie renouvelable. Voilà, le vent ne souffle pas tout le temps. L'année dernière, par exemple, l'Europe a nettement augmenté ses capacités de production éolienne, mais la production a stagné parce qu'il y a eu 3 mois avec peu de vent. En plus de ces soucis techniques, il y en a beaucoup d'autres, il y a aussi des oppositions politiques et sociales qui pèsent à la fois sur le nucléaire, parce que not in my backyard, et à la fois sur l'éolien. Donc l'un plus l'autre, enfin voilà, si en 2050, ne serait-ce, on arrive à maintenir notre production d'électricité, on peut s'estimer content. Si on arrive à avoir assez d'électricité pour subvenir à nos besoins essentiels, santé, sécurité, alimentation, on peut s'estimer heureux. Pour les besoins plus luxueux comme les algorithmes de l'industrie financière ou le numérique ou Netflix, ce serait du plus. J'en viendrai plus tard au rôle de l'État pour réguler la demande, puisque dès lors qu'on n'est plus dans un monde open bar, il va falloir que quelqu'un, je ne dis pas qu'il va prendre toutes les bonnes décisions éclairées, il va falloir que collectivement on décide de comment on flèche les volumes d'approvisionnement énergétique, alimentaire, etc., comment on les flèche prioritairement vers nos besoins vitaux. Et ça, ce sont des démarches de résilience collective que j'espère le plus démocratique possible. En tout cas, c'est sûr que si on lâche l'affaire et qu'on ne veut pas y participer, ça ne se fera pas de manière forcément très démocratique et socialement juste. Donc Laurent et moi, on fait partie d'un mouvement et d'un parti qui est, on pense, le seul à parler de décroissance subie ou choisie. Dans la version choisie, toutes les contraintes que j'évoque ici, on les gère par des quotas, par des normes, par des rationnements, éventuellement par des tarifs préférentiels pour les travailleurs essentiels, par exemple, pour que les fonctions vitales de la société continuent de tourner. Je me réjouis que ce que je viens de dire soit un discours considéré comme étant de moins en moins illuminé et Khmer vert et écofasciste, je ne sais pas quoi. C'est un discours qui est pris de plus en plus sérieusement dans l'industrie, puisqu'il y a quelques semaines, le président de l'Uniden, donc Nicolas de Warren, qu'on ne peut pas qualifier particulièrement d'écolo ou de bobo ou de je ne sais pas quoi. Donc c'est un porte-parole de l'industrie française, et l'Uniden, ça représente 70% des consommations d'énergie de l'industrie en France. Il a explicitement appelé à un rationnement du gaz à la suite de la question de la crise ukrainienne pour s'assurer que les industries les plus essentielles et aussi celles qui sont particulièrement compétitives en France à l'échelle internationale puissent être sauvegardées. Voilà, l'Agence internationale de l'énergie aussi a parlé de fixer des limites, des normes sur la consommation d'essence avec 10 recommandations en termes de, entre guillemets, sobriété.
Bon, je regrette qu'il faille une guerre pour qu'on commence à songer à ce genre de choses qui auraient eu du sens depuis bien longtemps. Je termine sur, j'aurais pas forcément le temps de trop passer sur l'agriculture, mais c'est une des deux clés de voûte avec l'énergie, à la fois pour l'atténuation, donc la diminution du changement climatique, parce que l'agriculture est un secteur fortement émetteur de gaz à effet de serre, et aussi on peut capturer beaucoup de carbone dans le sol par l'agriculture de conservation, qui est un vaste sujet qui me passionne. L'agriculture est aussi clé, notamment l'agroécologie et les techniques de conservation de sol, pour notre adaptation au changement climatique et notre préparation à l'après-pétrole, puisqu'on parle de techniques qui restent sur quand même de grandes surfaces, mais avec beaucoup moins d'intrants nécessaires, avec une préservation de la qualité des sols qui permettent de rendre les sols plus résilients face aux inondations et aux sécheresses notamment, qui permettent aux sols de mieux retenir l'eau. Donc ça aussi, ce sont des démarches qui sont à la fois individuelles et collectives. Et moi, j'essaie de, notamment, à la fois en donnant la parole et en faisant de la promotion de cette transition agroécologique. Je termine sur la résilience et comment je la conçois. Alors, à une époque, je m'étais beaucoup mis dans une démarche de résilience très, on va dire, en petite communauté et à échelle individuelle pour être moi préparé à toute éventualité. Est-ce que dans tel ou tel cas j'aurai à manger, dans tel ou tel cas j'aurai de l'eau? Et puis j'ai commencé à me poser la question, est-ce que je ne suis pas en train de mal me préparer à des scénarios finalement pas forcément si probables? Et qui en plus, des scénarios catastrophes pas si probables, et quand bien même ils se produiraient, de toute façon, préparés ou pas préparés, on ne peut jurer de rien, parce qu'une fois que c'est le chaos, c'est le chaos. Donc effectivement, en cas de méga tempête solaire et de blackout mondial, bon, je ne sais pas s'il y a une manière de particulièrement se préparer à ça, si ce n'est collectivement. Et alors là, je reviens au levier qu'évoque ce rapport du groupe du GIEC, sur les nombreux leviers de résilience collective qui peuvent nous permettre de nous adapter au changement climatique, mais par extension à beaucoup d'autres risques. Et je les cite à la suite et je termine là-dessus. L'agroécologie, j'en ai parlé, la limitation du travail du sol et des intrants. C'est des techniques qui consistent à, par exemple, laisser en permanence le sol couvert, ne jamais le laisser nu suite au labour. D'autres solutions fondées sur la nature, l'agroécologie étant en quelque sorte une solution fondée sur la nature, il s'agit de travailler avec la nature et pas contre. D'autres solutions fondées sur la nature, comme les îlots de fraîcheur urbains, la végétalisation des villes, l'aménagement de champs d'inondation contrôlés, des systèmes de défense côtière face à la montée des eaux, y compris des digues non bétonnées, par exemple des protections côtières fondées sur la nature, comme les levées de terre. Autre levier, une gestion de l'eau plus efficiente, la prévention des rejets polluants dans l'eau, des systèmes énergétiques plus résilients et des consommations plus adaptées pour quand il y a de l'énergie disponible. Donc je parlais tout à l'heure de quotas, enfin ça peut aller dans ce sens-là. Des systèmes d'alerte des populations, de la sensibilisation des populations, de la formation aux gestes qui sauvent, de l'accueil des réfugiés, climatiques ou non. Est-ce qu'on aura le choix, de toute façon? Donc tout ça, ce sont des démarches collectives qui appellent à ce que chacun réfléchisse à comment il peut y contribuer. Et dans mon parcours personnel, je ne cache pas que le premier confinement, je me suis dit, ah bah tiens, voilà quand même une crise sacrément profonde, bon, qu'on a plus ou moins surmontée, chacun pensera ce qu'il veut, mais je ne me suis pas sorti particulièrement utile avec mes démarches. Je suis d'accord que les crises qui nous attendent ne ressembleront peut-être pas vraiment au Covid-19, mais je me suis dit, bah tiens, ceux qui finalement se sont rendus utiles et ont permis à la société de ne pas s'effondrer, eh bien c'était les transporteurs, les agriculteurs, les infirmières, les éboueurs. Et moi, mon rôle a consisté essentiellement à rester chez moi et à bloguer sur la situation. Voilà. Ça m'a interrogé sur à quoi je servirais à l'avenir. Je termine sur une dernière citation de ce rapport du GIEC, et je termine. Le développement résilient au changement climatique, on peut imaginer n'importe quelle autre tension, mais on pourrait dire la même chose. Le développement résilient au changement climatique est facilité par la coopération internationale et par la collaboration des gouvernements à tous les niveaux, avec les communautés, la société civile, les organismes d'éducation, les institutions scientifiques, les médias, les investisseurs et les entreprises.
ainsi que par le développement de partenariats avec les groupes traditionnellement marginalisés, les groupes les plus socialement marginalisés étant typiquement les premières victimes des crises écologiques et sociales, notamment les femmes, les jeunes, les peuples autochtones, les communautés locales et les minorités ethniques. Voilà dans quoi j'essaie, moi, de trouver ma place, et je laisse la parole en espérant ne pas avoir débordé. Oh, largement. Merci Cyrus. Comme je suis quelqu'un de notoirement bavard, ça va être nickel, j'ai de l'avance. Normalement, là, si vous êtes assis là par accident, vous devez ressentir un certain sentiment de panique. Je vais continuer à charger la barque parce que le climat n'est qu'un problème parmi d'autres. Et par contre, je vais commencer à la fin, de vous amener un peu de lumière. Donc restez assis encore, ça va vouloir le coup. On a parlé du climat et de ses conséquences à venir qui vont venir de plus en plus. Vous avez sans doute entendu parler aussi de l'effondrement de la biodiversité. La biodiversité, c'est comme un hamac sur lequel on se repose et régulièrement, on vient couper une maille. Tel papillon qui disparaît au fin fond de l'Amazonie, honnêtement, ça me fait une belle jambe à moi. Les éléphants, j'en ai jamais vu en vrai, puisque j'ai jamais été faire de safari. Pourtant, quand les éléphants disparaissent en Afrique, dans la savane, ça change tout, parce que les éléphants, ils tracent des autoroutes pour la migration de tous les animaux. Donc quand il n'y a plus d'éléphants, parce qu'on leur a pris leur ivoire, eh bien, il n'y a plus les autoroutes pour les migrations des gnous, des zèbres, etc. Du coup, il n'y a plus ces autoroutes entretenues, et quand il y a un feu de savane, il n'y a plus les pare-feux naturels construits par ces migrations, ce qui fait que le feu de savane s'arrête à l'endroit de l'autoroute. Du coup, même le régime minéral de cette zone est bouleversé. Donc ça, c'est l'avantage de la biodiversité, c'est tout cet auto-entretien d'un vaisseau spatial. Pour les amoureux d'Elon Musk qui voudraient traverser l'univers, j'ai une bonne nouvelle, nous sommes déjà dans un vaisseau spatial qui avance vachement vite dans l'univers et qui est auto-entretenu par la biodiversité et qui favorise les conditions de vie et donc entre autres de vie de notre espèce. Donc c'est intéressant d'être au salon du survivalisme. Moi, on m'a demandé, est-ce que tu es survivalisme, puisque tu vas y parler. Moi, je suis ni pour ni contre, bien au contraire. Je ne sais pas ce que ce mot veut dire, donc on va l'interroger. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Essayons de prendre de la hauteur. Certaines personnes, les intellos, comme dirait Pierre, trouvent un certain réconfort à comprendre ce qui se passe. Notre cerveau est bizarre, quand il a compris des choses, il a l'impression qu'il maîtrise les choses. Bon, c'est faux. Vous ne maîtrisez rien du tout à savoir comment vous pouvez mourir. Vous mourrez. Mais ça peut vous soulager et aider à mieux vivre. Alors c'est déjà pas mal. Donc je vais essayer de vous expliquer comment moi je vois un peu la situation, et de nombreux auteurs le voient comme moi, donc je ne suis pas très original. Je crois que depuis toujours, nous essayons d'échapper aux contraintes du milieu naturel. Et c'est un instinct très ancien qu'ont les animaux. Je veux dire, prenez un animal, mettez-le dans l'inconfort, vous allez voir, il va avoir tendance à vouloir aller ailleurs. Ça va? Vous avez un hamster, vous avez un chien, vous pouvez faire l'expérience. Ne faites pas trop souffrir quand même, s'il vous plaît. Donc, on a fait ça. Et puis un jour, une créature astucieuse, appelée Homo, s'est fait séduire par un phénomène naturel qui s'appelle l'énergie. On va lui donner un petit nom, on va l'appeler feu. Et nous, on dit très, très vaniteusement qu'on a maîtrisé le feu. Moi, je crois plutôt que c'est le feu qui nous a maîtrisés. Car le destin de l'univers, pour ceux qui ont fait un peu de physique, c'est de dissiper l'énergie potentielle accumulée. Toute énergie potentielle accumulée ne peut faire qu'une chose, c'est se dissiper. Mettez un pot sur une étagère, il ne peut se passer qu'une seule chose, c'est que le pot va se casser la figure un jour ou un autre et finir par terre en morceaux. Laissez les morceaux par terre, vous ne verrez jamais les morceaux remonter sur l'étagère et se reconstituer sous la forme d'un pot. Je suis prêt à vous parier n'importe quoi que ça ne va pas arriver. Donc il y a un destin qui est dans le sens de la dissipation de l'énergie, de ce qui doit être dépensé sera dépensé un jour. C'est pour ça que les étoiles brûlent, c'est pour ça que les planètes tournent autour des étoiles, c'est pour ça que la vie se crée, c'est parce que bombardée de rayonnement solaire, dans les bonnes conditions thermophysiques, eh bien la vie apparaît et se développe. Très bien. Donc nous dissipons l'énergie, et comme c'est pas agréable d'avoir froid, comme c'est pas agréable d'être malade, comme c'est pas agréable de se faire bouffer par des prédateurs, comme c'est pas agréable de devoir avoir peur pour ses enfants
etc., eh bien, on utilise l'énergie de plus en plus efficacement. L'énergie cinétique, on met une corde à un bout de bois, ça fait un arc, etc., etc. Et on harnage de plus en plus d'énergie à notre service pour créer un buffer de confort. Donc pour les gens qui font du survivalisme et qui vont vers le contact le plus rugueux avec la réalité du monde, je leur dis, bien, vous apprenez à échapper à cette illusion de confort qui nous habite tous dans nos sociétés modernes. Donc on a fait ça, jusqu'au moment où on a mis harnaché beaucoup d'énergie. Je ne sais pas si vous êtes familier de la notion d'esclave énergétique, mais un Français moyen, hein, je veux dire vous, moi, pas des gens qui vont d'un building à un autre en hélicoptère ou en jet privé pour aller voter, par exemple. Je sais pas, vous pensez à quelqu'un quand je dis ça? Je parle de gens normaux, ont plus de mémoire, plus de 400 à 500 équivalents esclaves à leur service. Donc plus vous allez vers la sobriété, plus vous vous rendez compte que vous avez moins d'esclaves à votre service. On aura Pierre. Pierre est un anti-esclavagiste forcené, en tout cas au niveau des esclaves énergétiques. On a fait une chose en faisant ça, on a transformé ce capital naturel en capital artificiel. Le confort, ce micro qui m'évite de vous hurler dessus pour pouvoir me faire entendre, le peu de rafraîchissement qu'on a avec toute cette infrastructure autour de nous, tout ça c'est du capital artificiel. On aurait pu faire ça sous les arbres hein, à une époque. Mais les grands arbres, les chênes centenaires qu'on vénérait au temps des druides, ou qu'on se servait comme représentation de Zeus parce qu'ils avaient plusieurs centaines d'années, voire millénaires, ces arbres-là sont coupés depuis belle lurette, et donc maintenant on a des arbres naturels, artificiels pour nous protéger, etc., etc. Je suis sûr que vous n'êtes pas venus que à pied jusqu'ici, c'est du capital artificiel. Eh bien les scientifiques l'année dernière nous ont dit, si on mesure le poids de tout ce capital artificiel, plus ou moins utile, je questionne l'utilité du plastique qu'on retrouve aujourd'hui au fond de la fosse des Mariannes, mais je ne questionne pas l'utilité d'un scanner pour les gens qui ont un problème médical. Eh bien, ce poids-là est équivalent, et même à dépasser, le poids de toute la biodiversité sur Terre. Alors la biodiversité sur Terre, c'est essentiellement aujourd'hui l'humain et ses commensaux. Les commensaux, ça veut dire en latin ceux qui mangent à sa table. Alors, pas toujours en invité, hein. Si vous êtes un cochon dans une batterie d'élevage, si vous êtes un rat dans nos égouts, si vous êtes un dorifort sur nos champs de patates, vous êtes des commensaux de l'humanité, vous vous débrouillez plus ou moins bien. Si vous êtes le blé, grand gagnant de la victoire de l'humanité, le blé est sorti des plaines du Moyen-Orient et a conquis le monde entier, à tel point qu'on se demande qui maîtrise qui aujourd'hui. Bref, ces gens-là, ces créatures-là, cette vie-là fait plus de 70% de la vie sur Terre. Le reste, très mineur, on peut compter dedans des choses invisibles, hein, tous les insectes horribles qu'on ne veut pas voir, les racines, les rhizomes de champignons qui font la fertilité du sol. Pas dans les plaines agricoles, parce que tout ça c'est mort, hein, le carbone organique des sols de nos plaines agricoles est équivalent à celui du Sahara, mais dans des zones encore un petit peu compliquées d'accès, moi je suis breton, les monts d'Arrée par exemple, c'est encore très fertile, mais pour cultiver c'est la merde. Eh bien, tous ces endroits, si on pèse tout ça, c'est moins que toute notre artificialité. Ça pose une certaine question sur l'état du monde. Tout ça, ça nous appelle à nous dire, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire au monde? Et des scientifiques, Jacob Crutzen par exemple, un spécialiste de la chimie atmosphérique, a proposé une idée ancienne, maintenant, qui dit, nous sommes arrivés à l'âge de l'homme. L'humanité est devenue une force équivalente à l'activité solaire, à l'activité tellurique, à la position de la planète par rapport à l'étoile auquel elle tourne autour, et on change les conditions géophysiques du monde. Le réchauffement climatique en est une, l'acidification des océans en est une autre, la fertilité des sols en est une autre, l'érosion des sols en est une autre, etc., etc. Et tout ça, ça a un impact. Et cet impact se mesure par notre progrès, qui est exponentiel. Et ne me prenez pas pour un anti-progrès. Moi, j'aime les antibiotiques quand je suis malade, j'aime les hôpitaux, j'aime des tas de choses, certaines très artificielles et très inutiles, très futiles. Je suis un être humain comme d'autres, et d'autres sont très questionnables. Vous allez entendre souvent dans des raisonnements assez classiques, en tout cas d'économie classique, que la croissance c'est bien.
Alors on va pas faire une démonstration mathématique aujourd'hui, mais pour ceux qui ont fait un peu de maths, 3% de croissance par an, c'est une exponentielle qui revient à un doublement de ce que vous êtes en train de compter tous les 24 ans. Vous allez sur Wikipédia, vous regardez exponentielle, c'est expliqué. Et si vous doublez tous les 24 ans, au début, 24 ans de 1, ça fait 2. Bon, ça va, on va pouvoir vivre. Mais 24 ans plus tard, ça fait 4. Et après, ça fait 16, 32, 64, etc. Il y a des tas de mythes. Celui du nénuphar qui recouvre les temps. Celui du sage qui veut être récompensé par un Maharaja. Et le sage dit, vous me mettez un grain de blé ou un grain de riz par case sur cet échiquier. Et le Maharaja dit, ok, banco, je te paye comme ça. Et là, le conseiller lui dit, non, 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 parce qu'on n'aura jamais assez de blé à mettre sur la dernière case. Parce qu'on double à chaque fois, et 64 cases, c'est beaucoup trop. Voilà. Et donc, on a eu ce progrès exponentiel, et tant qu'on est habité par certains paradigmes qui sont construits au fur et à mesure des millénaires, certains sont très anciens, d'autres sont très récents, je vais en passer en revue quelques-uns, eh bien, on est dans cette croissance, soi-disant infinie, qui était valable à un moment, opérationnel, qui nous a apporté ce confort. Moi, je suis content d'avoir du chauffage d'hiver. Moi, je suis content de ne pas avoir à partager l'endroit où je vis avec un tigre à dents de sabre, un ours géant des cavernes, 8 mètres de haut, l'ours géant des cavernes. C'est compliqué la colocation avec un ours géant de 8 mètres de haut. Bref, je suis content de ne plus avoir tout ça. Mais il y a un moment, il va falloir se poser des questions. Quels sont ces paradigmes qui nous habitent ? Parce que le survivalisme, ce n'est pas une question que de longueur de couteau. C'est une question aussi d'aptitude au monde comme il est. Alors, qu'est-ce qui nous a amené là? Par exemple, l'univers est infini, la planète est infinie. Alors ça date d'une époque très ancienne où nous étions 5 millions de chasseurs-cueilleurs sur Terre. Donc prenez la surface de la Terre, vous divisez par 5 millions, ça fait beaucoup de place pour chacun. Nos mythes les plus antiques, je vous parle d'une époque qui a plus de 10 000 ans, d'avant le néolithique, sont construits là-dessus. La planète est infinie. Très bien. Aujourd'hui, on est 7 milliards et demi. Donc vous ferez l'opération, la même surface divisée par 7,5, 7,7, 8 milliards, ça fait beaucoup moins de surface. On va prendre un mythe plus récent, on est au XVIIIe siècle, 19e, début 1800 et quelques. Jean-Baptiste Say, physiocrate, c'est-à-dire les premiers économistes, dit l'économie n'est pas de savoir de parler des ressources naturelles parce qu'elles sont là à notre disposition gratuitement. Gratuitement, je veux dire un arbre qui pousse gratuitement. Un minerai, de la terre, l'air qu'on respire, tout ça c'est gratuit, donc on ne va pas en faire une science économique. En plus, il n'y a aucune opération que l'homme peut faire qui démultiplie les ressources naturelles. Il n'y a aucune opération économique qui sait dire, là j'ai une mine de quelque chose, eh bien, grâce à une opération que je ferai, technologique ou économique ou politique, je sais en faire une deuxième. Je sais exploiter cette mine, je sais la vider, et quand elle est vidée, je n'ai plus de mine. J'ai fait ce qu'on appelle de la dissipation d'énergie et de la dissipation anthropique, c'est-à-dire que là où c'était concentré dans la mine, maintenant je l'ai diffusé un peu partout. Et à récupérer, c'est beaucoup plus compliqué. Prenons un fameux exemple, le titane. Le titane, c'est un minerai qui est déjà un peu dispersé, qu'il faut quand même un peu gratter pour trouver. Eh bien, quand vous en mettez sur de la peinture de bateau, et que cette peinture-là est faite pour éviter que le bateau ne rouille, ce qui est quand même pas mal, eh bien, il s'use, et cet titane finit dissous dans les océans. Donc, pour le récupérer, c'est plus compliqué. Il vous faut pas mal de paille et pas mal d'aspiration pour faire ça. Donc, c'est ce qu'on appelle la montée de l'entropie. Et c'est plus compliqué, après, de refaire des choses. Donc tous ces paradigmes nous habitent et ont été opérationnels. C'est ça qui est important de comprendre. On peut être, je dirais, dans le survivalisme dur et intense et par exemple détester la société industrielle, mais rappelons-nous que nous existons grâce à ça. Au Moyen-Âge, la plupart d'entre nous serions morts dans les 3 jours qui auraient suivi notre naissance. C'est une réalité très concrète. Donc, moi, je suis content d'être vivant, honnêtement. Ma fille est là, je suis content qu'elle soit là. Donc, je ne suis pas anti-progrès, mais il y a un prix, et ce prix est exponentiel, parce que quand on regarde nos progrès, les courbes du progrès sont exponentielles. La population, regardez une courbe démographique de la population humaine, vous verrez, si vous la prenez à l'époque où on était 5 millions et aujourd'hui où on est 8 milliards, vous verrez une exponentielle, mais quasiment dans sa pureté mathématique. Bon, au XIVe siècle, il y a un petit accroc qui s'appelle la peste noire. On supprime 30 à 50% de la population en Europe, mais ça repart aussi bien après. Donc,
N'ayez pas peur de Thanos, les Avengers, c'est pas un problème parce que Thanos divise tout par deux. Le lendemain, on a tout remultiplié par deux et on est revenu au même point. Donc tout ça, ce sont des scénarios imaginaires. Le problème, il est là que nous sommes habités par ces paradigmes et ils sont productifs. Donc les conséquences de ça, nos émissions, on a parlé du réchauffement climatique, tout ça ne sont que des problèmes de gestion en fait. Je vais vous citer quelques problèmes de ce processus de transformation du capital naturel grâce à l'usage de l'énergie, que ce soit un feu pour chauffer ma compagne et mes enfants dans ma caverne ou une centrale nucléaire assez sophistiquée comme un EPR pour faire marcher toutes nos activités électriques, et Dieu sait s'il y en a. Tout ça, ce n'est que de l'arnachement d'énergie pour fabriquer du capital artificiel. Alors ça a plusieurs problèmes. D'abord, plus il y a de capital artificiel, on l'a vu, moins il y a de capital naturel. On l'a vu, ne serait-ce que la surface terrestre est limitée. Ok, donc ça c'est un problème, plus il y en a, moins il y en a, il y a un moment c'est assez problématique. On nous dit souvent, il y aura toujours du pétrole dans le sous-sol. Alors je vous rassure, oui, il y en aura toujours. Pour une question assez simple, le jour où il vous faut l'équivalent d'un baril de pétrole d'énergie pour aller chercher un baril de pétrole d'énergie, la question se pose d'aller vraiment le chercher ou de le laisser. Donc à mon avis, à un moment, on va se dire, ça ne vaut pas le jus de s'occuper du pétrole, on va le laisser. Donc les gens qui vous disent, il restera toujours du pétrole, ont raison. La question, c'est est-ce qu'il restera du pétrole à utiliser? Ça, c'est une autre question qui peut être débattue. On vous parle aussi de transition énergétique. Alors moi, ce mot-là me met en convulsion aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est une transition? Pour moi, une transition, c'est passer d'un état A à un état B. Par exemple, je suis vivant, je suis mort. Je vais passer d'un état A à un état B. Je suis non existant, je suis né. Un état B. Je suis un concept dans l'idée de mes parents, je suis un être vivant. Vous voyez, ça c'est un passage d'un état A à un état B. La transition énergétique, regardez bien, je consommais du bois à une époque, au néolithique par exemple. Eh bien j'ai une mauvaise nouvelle, on consomme de la biomasse comme on n'en a jamais consommé, parce qu'on est 8 milliards, et on brûle de la biomasse comme on n'en a jamais brûlé. On n'a jamais arrêté de consommer du bois. Après est venu le charbon c'est ringard, vous êtes d'accord? Qui est venu en locomotive à vapeur? Je ne vais pas faire un test longtemps, je sais que personne n'est venu en locomotive à vapeur. Le charbon, c'est ringard. On n'a jamais brûlé autant de charbon sur Terre qu'aujourd'hui, parce que l'énergie du charbon sert à produire en majorité l'électricité. C'est même la source principale de fabrication d'électricité sur Terre. Alors pas en France, parce qu'on sous-traite à la Chine tout ce qu'on consomme, 50% de tout ce qu'on consomme vient de Chine, et c'est là que le charbon sert à alimenter en électricité tout ce qui permet aux Chinois de produire et donc de nous revendre. Donc quand vous consommez du charbon. Faites attention quand on vous parle du bilan carbone de la France, à bien vérifier que les importations sont incluses ou pas dans le bilan. Ça change un peu les choses. Qu'est-ce qu'on a de ringard qu'il faut changer? Tiens, le pétrole. Le pétrole, c'est sale. Enfin, moi, je suis breton, la Moco-Cadiz, tout petit, déjà, je vous disais, c'était sale. Eh bien, on brûle du pétrole autant qu'au autant. En 2006, on a passé le pic de production d'énergie de pétrole conventionnel. Et on s'est dit, ça va tousser. Eh bien non, ça n'a pas toussé, enfin pas autant qu'on pensait. Il s'est passé deux choses. Les Américains ont pu investir, comme le prix du pétrole montait, dans du pétrole de roche-mère, c'est-à-dire aller un peu plus loin dans les vieux champs pour gratter un peu plus profond. Très bien. Ce qui a fait dire à un spécialiste géologue du pétrole qu'on avait fini de manger les cornflakes. Nous étions des rats qui avions fini de manger les cornflakes, donc le truc appétissant, et maintenant on mangeait la boîte. Ça marche aussi, mais c'est moins rentable. C'est un peu comme si vous avez fini votre plat, vous avez encore faim, vous léchez l'assiette. Voilà, c'est ce qu'on fait dans les champs pétrolifères avec ce pétrole de roche-mère. On gratte un peu mieux les restes. Ça marche un temps, c'est marginal, ça a permis d'avoir l'apparence en production qu'on continue à monter. Bon, quand même, le prix, je ne sais pas si vous vous souvenez, 2007, Alice était toute petite. Moi, je me souviens, j'avais fait le pari qu'on monterait à 150 $ le baril. J'ai perdu, on s'est arrêté à 145 $ le baril. Il s'est passé un phénomène bizarre. Les pauvres Américains qui avaient acheté des maisons à crédit qui étaient sur la valeur de leur maison, qui montaient puisque l'immobilier montait, ont vu un choix assez cruel. Vous savez, là-bas, c'est un peu moins social comme État. Et donc, ils avaient le choix entre prendre leur bagnole pour faire un de leurs 3 boulots, celui du matin, de l'après-midi ou du soir, et nourrir leurs enfants parce qu'ils sont payés à la semaine, ou payer les traites de l'emprunt pour leur maison. Je suis père de famille, je comprends leur choix. Ils ont payé l'essence pour bosser et nourrir leurs enfants de semaine en semaine, plutôt que de rembourser le banquier de mois en mois. Il s'est passé un phénomène assez intéressant.
c'est qu'ils ont arrêté de payer tous ensemble leurs emprunts. Et comme tout ça, ça avait été mis dans ce qu'on a appelé des subprimes, eh bien, tout le château de cartes spéculatif s'est effondré, ça a donné la crise financière. On vous parle de crise financière, mais en fait, les amis, c'est une crise pétrolière. Il faut le savoir. 2006 donne la crise de 2000, le prix du pétrole de 2007 et la crise financière de 2008. Voilà comment on rentre par un problème systémique qui n'est pas un problème d'impact de nos activités, mais un problème de consommation de nos ressources. Plus il y en a, moins il y en a. Je vais accélérer un petit peu. Donc, deuxième problème, nos circuits ne sont pas fermés. Je laisserai Pierre nous parler de ce qu'est un circuit fermé, parce que j'ai rencontré un grand expert du sujet. Mais quand je vais prendre du pétrole, que j'en fais un objet plastique, disons un canard en plastique pour mettre dans mon bain, il se fabrique des millions de canards en plastique tous les ans. Eh bien, à la fin, ce canard a toutes les chances de finir dans l'océan. Soit sous forme de particules, soit sous forme carrément d'objets par soi-même. On me dit, tiens, super, on peut le recycler en polaire. Très bien. Ça veut dire que ma polaire qui passera à la machine à laver sera usée dans la machine à laver et finira en microparticules dans les océans. Les scientifiques aujourd'hui savent nous démontrer que quand il neige dans les Pyrénées, on sait compter le nombre de microparticules de plastique qui tombent avec la neige. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Je ne veux pas dire une bêtise, je pense, si je me souviens bien, que nous mangeons l'équivalent plastique d'une carte de crédit par semaine. Par semaine. Bon appétit. Vous ne le voyez pas, ce n'est pas au menu, c'est inclus dans tout ce que vous mangez. Parce que c'est des microparticules qui sont incluses dans ce qui a été mangé par ce que vous mangez. Voilà, ça n'a aucune valeur alimentaire. Hein. Bon. Donc ça, c'est un problème de circuit pas fermé. Et comme on est de plus en plus dans des circuits complexes, haute technologie, haute valeur ajoutée, eh bien, on a recours à de plus en plus de choses qui ne peuvent pas être recyclées. Prenez un vieux truc, nourrir mon chat. Alors, nourrir mon chat, autrefois, j'avais une solution assez simple qui était ma voisine, assez âgée. Quand je ne suis pas là, s'il te plaît, pourrais-tu mettre une petite assiette avec des croquettes? Ok. La solution, elle est biodégradable, parce que la mamie, elle est biodégradable. Vous le savez, on est tous biodégradables. Hein. On a été créé par la nature il y a des millions d'années, 7 millions d'années, et encore, on parle d'homo, avant hein, on était un rat, avant un poisson, enfin bon, tout ça c'est biodégradable. Maintenant, il y a un truc génial, j'ai vu ça en promo à Système U, il n'y a pas longtemps. Philippe Iwix en parlait avant, je ne croyais pas, mais j'ai entendu la pub, et donc il a raison. C'est le distributeur de croquettes automatique connecté sur Internet qui prend une photo. Alors, reconnaissance faciale, il reconnaît votre chat et il vous envoie une photo pour dire « Regardez, j'ai donné à manger à ce chat-là. » Bing, photo sur votre téléphone portable. On a remplacé la mamie, solution biodégradable, fermée, socialement sympa. Bon, il faut supporter le radotage de la mamie, mais bon, il y a tout à un prix, hein, la vie. À cet objet hautement sophistiqué, high-tech, qui va nourrir mon chat. Bon, je ne veux pas y mettre de jugement moral, je voudrais simplement questionner la durabilité de cette solution, et donc des gens qui sont vers quelque chose de plus simple, peut-être. Tu as un distributeur de croquettes connecté? Ok, ça marche. Donc voilà. Donc le circuit n'est pas fermé, et donc forcément nous polluons et nous rejetons des déchets. 2050, les spécialistes de la mer, les océanologues et océanographes nous promettent autant de poids de poisson que de poids de plastique. Bon appétit. Mon grand-père pêchait sur les bancs de Terre-Neuve en 1930, à 14 ans. Et bien aujourd'hui, si vous pêchez sur les bancs de Terre-Neuve de la morue, on vous saisit votre bateau et vous avez une amende qui fait que je pense que vous ne pourrez pas vous racheter un bateau. Parce que la ressource a disparu. Et pourquoi on allait pêcher sur les bancs de Terre-Neuve alors qu'on était européens? Parce qu'au Moyen-Âge, on a épuisé avec le carême les côtes européennes, puisqu'il fallait nourrir le vendredi en poisson toute l'Europe. Voilà. Donc, nos circuits ne sont pas fermés, ils polluent. Le CO2, les gaz à effet de serre, bon, je ne vous refais pas l'exposé de Cyrus. Tout ça, c'est un problème de circuit non fermé. Alors, plus il y en a, il y en a, plus il y en a, plus il y en a plus. Et alors, il y a un problème que moi aussi je vois venir et dont on parle peu, c'est la montée en complexité. Ce que les physiciens nous disent, c'est que plus un système est traversé par de l'énergie, plus il se transforme et devient sophistiqué pour accompagner et se débarrasser de cette énergie qui l'habite, parce que sinon, ça ne marche pas. Alors, je vais vous donner un exemple très simple pour comprendre. Avez-vous discuté avec une casserole d'eau froide? La conversation d'une casserole d'eau froide, c'est assez limité, parce qu'une casserole d'eau froide, c'est très con. C'est de l'eau, et voilà, c'est assez inerte. Il faut vraiment avoir un sens très subtil pour voir les agitations browniennes des molécules d'eau dans l'eau froide.
Bon, plus con, c'est la glace, parce que là, c'est carrément figé, il ne se passe plus rien. Mais bon, à température normale. Je vous propose une expérience intéressante, vous allez voir, c'est rigolo. Vous la mettez sur une source de chaleur, genre le gaz, pour vous faire du thé. Et observez bien ce qui se passe, à condition de température et de pression équivalentes. On pense dans tout l'univers que c'est pareil. Vous allez voir un truc intéressant qui va se faire, c'est quasiment même hypnotique. Il va se passer que l'eau par endroits va passer en vapeur, va faire un petit balai, il va y avoir une convection, sous la chaleur, et bien, il va y avoir des petites bulles d'eau, et puis sur le côté, là où ça refroidit, ça va retourner, et puis ça va créer de la vapeur, et tout à coup, le système à décrire est beaucoup plus complexe. Faites-moi une description de casserole d'eau froide, je pense que vous faites ça en une phrase, faites-moi une description précise d'une casserole sur le feu qui est en train de chauffer. Faites-moi une description vraiment précise, hein, où sont les bulles, à l'instant T, combien il y a de vapeur, etc. Vous allez voir, ça va falloir plus d'une phrase. Vous voyez la complexité? Un flux d'énergie complexifie le système. Que fait l'humanité face au flux d'énergie qu'elle harnache depuis qu'elle a mis en place l'esclavage des végétaux avec le blé, l'esclavage des animaux, l'esclavage des humains? Je ne mets pas de jugement moral à ça, hein, c'est l'histoire. L'esclavage par le pétrole avec les esclaves énergétiques, tout ça c'est à notre service. Eh bien, nous avons harnaché plus d'énergie et notre organisation se complexifie pour passer ce flux d'énergie. Que ce soit moral, que ce soit utile et efficace, je dirais l'univers s'en tape. Ce qui est important, je vous le rappelle, hein, c'est comme ça que j'ai commencé, l'univers n'a qu'un objectif, et ce serait lui donner une intention, c'est de dissiper l'énergie. C'est une loi qui s'appelle la thermodynamique et c'est comme ça que ça se passe. Donc, qu'on crame le pétrole pour aller en vacances à Ibiza et faire ses rapports au gouvernement depuis Ibiza, ou qu'on y aille pour aller voir sa grand-mère qui est mourante et faire un acte en lui disant Mamie, je t'aime, l'univers s'en moque. La moralité n'est pas son sujet. L'énergie a été dissipée, c'est bien. Donc, on a ce problème-là de montée en complexité, ce qui nous amène dans des sociétés de plus en plus complexes. Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis auto-entrepreneur, puis maintenant avec ma petite entreprise. Eh bien, je croyais qu'il suffisait d'aller à un comptoir et discuter avec des êtres humains. Parce qu'un être humain, je comprends encore. Enfin, il faut m'expliquer longtemps, mais quand on m'a expliqué longtemps, je comprends vite. Donc, que nenni, maintenant, vous adressez à un site internet avec un robot qui vous prend la tête 20 minutes et qui, à la fin, vous pose une dernière question en disant « Vous ai-je été utile ?» Et là, comme dans le sketch de Bigard, c'est « Pas du tout, connard. » Mais c'est un robot, on peut y aller. Hein. Voilà. La question qui se pose, c'est nos systèmes artificiels autour de nous sont-ils adaptés à ce que nous sommes? Parce que je sache encore, nous sommes du capital naturel. Le labo R&D qui nous a fabriqué, c'est la nature. Elle a fait ça il y a 7 millions d'années. On a passé au moins 6 millions d'années à courir dans la savane derrière des animaux. C'est pour ça qu'on est les meilleurs animaux, les meilleurs compétiteurs en course de fond. Parce qu'on fait un truc que les animaux ne savent pas faire, on sait avoir de la sueur. Donc on sait courir derrière une gazelle et on la chasse à l'épuisement. Quand elle ne sait plus évacuer sa chaleur, elle tombe. Et là, on la ramasse comme un fruit. Bon, moi, je ne sais pas courir 3 jours et 3 nuits, mais il y a des tribus encore aujourd'hui qui sélectionnent les meilleurs des meilleurs en leur faisant faire des courses rituelles. Et celui qui arrive à courir le plus longtemps et qui gagne la course, et c'est non-stop, hein, la nuit, le jour, à travers la jungle et tout, c'est le champion de la tribu. Aujourd'hui, on fait des Ironman, hein, c'est autre chose, mais c'est cette capacité qu'on a d'endurance. Ce capital naturel, quand on est devant un bureau à regarder des écrans toute la journée, est-ce qu'on est adapté à ça? Je m'occupais pendant longtemps de sécurité de travail, d'ergonomie au travail, je vous dis non. Je vous dis non. Demandez à votre dos, vous verrez. Il vous dira non. Il y a des vertus à l'outdoor, hein, vraiment. Si bien qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont une thèse intéressante qui disent on est devenu tellement complexe qu'il va falloir que maintenant on adapte l'homme à notre système artificiel. Encore une fois, je ne fais pas de morale, ça s'appelle le transhumanisme, et c'est la proposition de dire, eh bien, vous avez besoin d'un support artificiel pour vous aider dans l'artificialité du monde. Voici mon assistant, parce que comme j'ai perdu le sens du temps, j'ai un chrono là qui me dit que je parle déjà trop, et qui disent les spécialistes de la cognition humaine, avec le Grand Paris, il va être impossible de savoir quel est le trajet le plus rapide avec tous les systèmes de transport en commun qui existent, quel est le système le plus efficace. Et mon assistant personnel, donc derrière, hein, c'est des serveurs, des satellites, etc. Ça ne s'arrête pas à ça. Hein. Derrière, il y a des tonnes et des tonnes de matérialité. Eh bien, ce système me dira à moi, qui suis incompétent pour me déplacer dans une ville, quel est le meilleur trajet, par le meilleur moyen.
On revient au 19e siècle, je ne vous parle pas de l'âge de pierre, au 19e siècle, cocher, emmène-moi à tel endroit, ou si je n'ai pas les moyens de me payer le cocher, je vais à pied. Parce que c'était apporté à pied. Regardez les cartes de Paris, voilà, vous verrez l'exponentielle, vous verrez la complexité. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on est capable de monter dans cette complexité? Est-ce qu'en soi, ce n'est pas porteur de risque? Sachant qu'on peut questionner la soutenabilité de cette montée en complexité, puisqu'elle est alimentée par des ressources qui atteignent des limites. Alors ça, c'est un vrai problème. Donc là, maintenant, vous êtes vraiment paniqué. Alors, on va parler de changement. Comment on peut changer ça et comment on introduit un changement? Et là, je parle vraiment en théoricien. Tu pourras me botter les fesses derrière, Pierre. Je crois fondamentalement que... Alors c'est là où c'est intéressant d'être au salon du survivalisme parce que on caricature souvent les survivalistes sur le premier moyen. Vous allez voir, c'est en fait l'association de 3 sphères d'action. La première sphère d'action, c'est l'intime. Nous n'agissons pas parce que nous savons quelque chose. Là, je vous ai appris un truc, je ne suis pas sûr que ça va vous donner envie de faire quelque chose, pas du tout. Ce qui vous fait agir, c'est votre système de croyance. C'est les paradigmes qui sont agissants sur vous. Vous croyez en Dieu, on est dans les proto-chrétiens. Si vous faites choper par les autorités romaines, vous finissez dans l'arène face au lion. C'est kiffant comme situation. Eh bien, il y a des témoignages très sérieux qui disent que les chrétiens rentraient, alors ils chiaient dessus, mais ils chantaient des cantiques. Parce qu'ils croyaient qu'après le lion, ça serait bien. Je ne sais pas, je n'ai pas été voir après le lion. Mais c'est ce qu'ils croyaient. Et donc, ils avaient un système de croyance qui était opérationnel, qui leur faisait faire des choses. Donc, l'intime, c'est le plus important. Je vais vous donner un autre exemple. On est dans les années 80, il y a une épidémie. Il y a des gens qui vous disent l'humanité maintenant contrôle les épidémies. Je rappelle, le VIH, on sait en pallier les conséquences, on ne l'a pas éradiqué. Ça a fait plus de 40 millions de morts dans le monde. Ce n'est pas sous contrôle. Enfin, les effets sont sous contrôle, mais la maladie n'est pas sous contrôle. Arrêtez la trithérapie et vous verrez, ça va reprendre comme un feu. Eh bien, des gens, des homosexuels, qui étaient une partie du problème parce qu'ils voyaient l'homosexualité comme un problème moral et pas comme un problème sanitaire. Donc il y avait des comportements liés au système de croyance honteux de ne pas dire qu'ils étaient homosexuels, donc de ne pas prévenir des partenaires qu'ils avaient potentiellement contaminés. On dit, le problème il est sanitaire, donc il faut changer la morale et on va jouer sur l'intime et arrêter de dire que c'est un problème moral. Alors, je suis ni pour ni contre, encore une fois, je constate qu'on a changé la vision de cette sexualité-là et qu'on a pu attaquer et avoir une action sur cette population qui était à risque. Pareil avec les drogués, on a commencé à dire, bon, peut-être que ce n'est pas que des malades, c'est peut-être aussi des victimes, on va distribuer des seringues, etc. On a regardé le problème factuellement. Donc aujourd'hui, on est face à un problème et il y a des croyances qui agissent sur nous. Et tant que notre intime est contrôlé par ces croyances, on ne changera rien en tant qu'individu. Je crois que les gens qui viennent ici ont un autre système moral que le système moral de la moyenne de la population. Donc, je vous laisse avec votre intime. Maintenant, ça ne change rien. Parce que je peux être convaincu tout seul dans mon coin, ce qui va donner la caricature du survivaliste dans sa base secrète avec des boîtes de conserve. Bonne chance à cette personne lorsque l'événement arrivera, parce que va être bien triste. C'est, voilà, que l'intime. Or, si vous êtes un petit peu en train de réfléchir, on va arriver à la question de l'autonomie. Est-ce que l'autonomie, c'est tout seul ou pas? Vous n'êtes pas autonome. On va faire une expérience. Arrêtez de respirer 1 minute, vous allez voir, vous n'êtes pas autonome. Vous avez besoin de l'atmosphère autour de vous. Vous voyez, on n'est pas autonome. Ça n'existe pas, l'autonomie. Donc, la question du survivalisme, avec ou sans autonomie, qu'est-ce que l'autonomie? C'est quelque chose qu'il faut se questionner. Donc, ce que je pense, moi, n'a aucune importance, parce que je sais ce que je pense et j'en suis d'accord avec. Enfin, la plupart du temps. Enfin, assez souvent. Ça dépend, du soir ou du matin. Enfin, bon. Ce qui est important, c'est pas ce que vous pensez de ce que je pense. Parce que j'y ai pas accès. Je vais vous dire un secret, je m'en fous. Ce qui est important, c'est la façon là dont je vous vois réagir entre ce que je suis en train de dire. Si vous êtes en train de préparer les tomates pourries, vous voyez, ça va avoir un impact sur moi. Je vais me mettre à l'abri. Si vous avez l'air de dire « Ah ouais », ça va m'encourager. Donc ça va réprimer ou encourager mon comportement en fonction de ce que je pense être, ce que vous pensez de ce que je pense. Ça s'appelle la spécularité en psychologie. Donc là, on est passé de l'intime, moi avec moi, au social, moi avec les autres. Je crois qu'ici, nous formons un groupe social qui sont les visiteurs de ce salon, qui est a une spécificité différente d'autres groupes. Je ne sais pas, les joueurs de bridge du samedi, par exemple. Vous pouvez faire les deux, il n'y a pas de problème. Donc,
quand on commençait à parler du social, donc venir sur une estrade, je peux vous dire, c'est pas du tout le truc que je kiffais il y a 10 ans, mais parce que je veux avoir un impact, ben, je me retrouve à avoir une interaction sociale avec vous. Ça, c'est déjà faire une évolution. Et quand on construit des groupes sociaux, vous avez peut-être entendu un mot dans la bouche de certains politiques qui parlent de séparatisme, de perte du récit national, etc. Mon interprétation à moi, c'est que de plus en plus ce discours, ces paradigmes, cette mythologie d'une croissance infinie, qui sont de plus en plus visiblement inopérants, eh bien les gens en décrochent et cherchent leur vérité à eux. Alors, je n'ai pas à questionner si être survivaliste, c'est mieux ou moins bien que ce qui est écrit, par exemple, dans un livre sacré de religion, ou mieux ou moins bien que croire au transhumanisme et qu'un jour on va tuer la mort et qu'on sera tous immortels et téléchargeables dans des systèmes informatiques. Personnellement, j'ai connu les intranets d'entreprise. Je suis sûr que si on fait ça, on aurait inventé un truc, c'est l'enfer. Hein, parce que être dans un système d'intranet d'entreprise, connaissant comment c'est maintenu, bonjour, l'horreur. Mais bon, je suis notoirement pessimiste. Là, on commence à rentrer avec des groupes sociaux différents qui ont leur explication du réel, qui n'est pas toujours, comment dire, cohérente, pas toujours allant toujours dans le même sens. Je veux dire, porter la barbe, c'est bien ou pas? Je vois des barbus, Pierre a coupé la sienne, mais Cyrus a gardé la sienne, c'est bien ou pas? Bah, je sais pas, suivant les lieux, c'est bien, c'est pas bien. Vous voyez, déjà, c'est un signe distinctif, social, qui peut créer des complications entre les groupes sociaux. Et ça, la résolution de ça s'appelle la politique. Je ne vais pas faire de politique en vous disant quel modèle est mieux, mais il y a un modèle qui s'appelle la création du consensus, qui est la démocratie. Il y a d'autres modèles qui sont plus basés sur la domination, disant moi j'ai raison, vous avez tort, ça a plein de noms. C'est de la politique, tout ça c'est de la politique, c'est comment on gère une société avec des gens qui pensent des choses différentes et comment on finit par ne pas s'entretuer. Quand l'humanité change de paradigme, c'est des périodes de troubles. Voyons voir. Renaissance. Merveilleux la Renaissance comme mot. Alors la Renaissance, avant de faire renaître, il faut déjà mourir. Alors Renaissance, c'est 15e siècle. 14e siècle, je vous ai dit, la Grande Peste. On est tous morts. Alors évidemment, on peut parler de Renaissance après. Bon, ça a amené des changements de paradigme. Le catholicisme a été assez contesté. Est arrivé le protestantisme. On a fini avec la guerre de 30 ans, où les gens se mangeaient, symboliquement. Je veux dire, on attaquait une ville parce qu'elle était de l'autre bord, et puis on prenait des prisonniers, on les mangeait. Ça, c'est les livres d'histoire qui le disent. C'est intéressant comme interaction sociale. Et pas parce qu'on avait faim, parce que symboliquement, on voulait dévorer l'ennemi. OK? Et ça a donné le traité de Westphalie. Le traité de Westphalie, pour les historiens, c'est le moment où les gens qui dirigent les États, qui à l'époque dirigeaient des territoires qui leur appartenaient, c'était la noblesse, l'aristocratie, les rois, la France c'est à moi, ce sont mes sujets, ont commencé à négocier en disant, bon, pour l'intérêt des populations, on va se considérer comme un groupe, et bon, je vais lâcher un peu de mon intérêt à moi d'individu propriétaire pour l'intérêt de la population. C'est le début de l'État-nation. Vous voyez le changement de paradigme entre l'un et l'autre? Voilà, ces périodes-là sont des périodes troublées, mais c'est les périodes où l'histoire, c'est des changements d'air. Je crois que nous sommes au moment où nos vieux paradigmes sont en train de tomber et que de nouveaux vont apparaître. Je ne suis pas gourou, je ne sais pas vous dire lesquels. Adressez-vous à votre intime, il a peut-être des réponses. On a un gros avantage, parce qu'on va voir qu'on va pouvoir boucler, c'est qu'on est encore en démocratie, un peu, et que dans l'isoloir, vous êtes avec votre intime. Et vous voyez, ça boucle, parce que le choix politique s'adresse à votre intime, qui lui-même est construit par votre sociabilité. Je peux vous garantir que depuis que je dis que les choses n'ont pas duré, je ne travaille plus dans les mêmes entreprises, je n'ai plus les mêmes amis, tout a changé autour de moi. Parce que, voilà, tout change, j'ai plus les mêmes interactions, certains sont partis, certains ont été transformés par moi, désolé Alice, ma fille, d'autres sont venus à moi en disant, bah Laurent, j'ai vu des gens traverser toute la France pour me rencontrer. Le gars, il s'était levé à 4h du matin, c'est un ouvrier tôlier, et il me disait, dans mon milieu, on me dit que je suis fou. Bon, c'était en 2014, hein, avant qu'on parle de tout ça. Et le gars est venu me toucher comme si j'étais, je sais pas, je dis non, mais ça va, on arrête. Je vais conclure. Merci Cyrus. Donc vous voyez l'importance de comprendre tout ça. Et là, je vous donne des clés pour sortir de cette espèce de panique que les infos qu'on vous a données peuvent avoir créé ou pas, ou entretenues, qui est de dire, mais on fait quoi de tout ça à part se sauver par la porte et courir jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus. Vous avez des moyens d'action sur vous-même, sur votre sociabilité et sur la politique dans le sens
noble du terme, hein. Discuter avec votre maire, créer une association, créer une communauté, tout ça, c'est des actions politiques. Je ne vous parle pas de devenir député, hein, quoique c'est à la mode en ce moment. Ce que je voulais conclure, pour finir, c'est que l'acceptation intellectuelle, et je passe le bâton à Pierre en disant ça, ne suffit pas. Parce que savoir n'a jamais changé le monde. Ce qui change le monde, c'est faire. Et pour faire, il faut y croire. Et ce qui renforce nos comportements, c'est le cadre dans lequel on est. En fait, c'est très cruel, mais Spinoza l'a dit mieux que moi avant. Nous sommes ce que nos comportements nous font faire, mais nos comportements sont liés aux contraintes qu'on a. Si pour manger, je suis obligé de planter des plantes, eh bien, je vais trouver une histoire où c'est bien de faire ça. Si pour manger, il suffit que je agite la main avec un truc qui s'appelle un téléphone portable et que j'appelle Uber Eats, eh ben, je vais dire que c'est vachement bien. Parce que ça justifie qui je suis par rapport à ce que je fais. Changez d'entreprise et vous allez voir que des comportements que vous aviez vont changer. Changez d'épouse, vous allez voir, vous allez changer vos comportements. Changez de lieu, passer d'un immeuble à une maison individuelle ou l'inverse, vous allez voir que vous n'allez pas croiser les mêmes gens, vous n'allez pas dire bonjour de la même façon, et vos comportements vont changer. Peut-être même que la somme de vos comportements vont créer une incohérence et que vos croyances vont évoluer. Parce que ce qui est important, c'est que vous soyez cohérent. Pourquoi on voit aujourd'hui des étudiants qui refusent d'aller travailler dans les grands systèmes technologiques d'aujourd'hui, que ce soit Polytechnique, il n'y a pas longtemps AgroParisTech, c'est parce qu'ils sont en dissonance et qu'ils ne veulent pas changer leur comportement, parce que ça changerait leur croyance en changeant d'environnement. Donc, vous voyez, faire, c'est croire, croire, c'est changer, soi et les autres. Donc, Pierre, je te passe la parole, parce que moi, je vous ai donné... Enfin, Cyrus vous a donné de la réalité scientifique. Moi, j'ai essayé de décrypter qu'est-ce que ça enclenche et a toujours enclenché chez les êtres humains. Et la question, ok, qu'est-ce qu'on peut enclencher? Pierre est une réponse. Et il a cette humilité de dire qu'il n'est qu'une réponse. Mais c'est quand même pas mal de fournir une réponse après tout ce qu'on vous a mis sur les épaules. Pierre, s'il te plaît. Merci. Alors, ce salon a été programmé a été déprogrammé 2 années de suite, et on avait prévu à la base de faire une intervention à plusieurs. Et quand Pierre, une des personnes qui réalise ce salon, m'a reparlé de ça, m'a demandé si je voulais intervenir, j'ai dit d'accord, mais j'aimerais qu'on mette en situation ce que je fais dans mon travail. Et un peu moins Cyrus parce qu'on se connaît depuis peu, mais Laurent fait partie des gens avec qui, au fin fond de mon Périgord, au fin fond en fait, de ma forêt, j'échange beaucoup. Et je suis là pour représenter la partie terrain. Et je vais essayer de vous expliquer ce que c'est la notion d'autonomie et comment on peut l'organiser et dans quel domaine. Donc, le premier domaine que je vais représenter ici, c'est le domaine de l'alimentation. Alors, je vous ai représenté des petits camemberts. La surface, le volume en vert, c'est ce que vous pouvez atteindre comme proportion en fait, d'autonomie, non pas pour une personne, parce que c'est très compliqué pour une personne, mais pour un groupe de 6 à 8 personnes. Je fais une toute petite parenthèse. Pourquoi je suis parti sur, en tout cas c'est l'expérience que je mène, pourquoi je suis parti sur une idée de groupe de 6 à 8 personnes? C'est qu'il se trouve que par rapport à des dates qui ont déjà été données, fin du 19e siècle, en gros, on a eu le début en fait, de la révolution industrielle, et on a eu aussi quelque chose de très intéressant, c'est qu'au niveau de l'agricole, on dépensait 1 calorie pour en récupérer 1. Au jour d'aujourd'hui, c'est 10 calories, et essentiellement fossiles, pour récupérer 1 calorie alimentaire. Donc il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour comprendre qu'il y a comme un problème. Il se trouve que les organisations sociales à cette époque, chose que j'ai beaucoup étudiée, vous avez bien compris, hein, en fait on est complémentaires parce qu'on se situe sur 2 strates différentes. Eux, ce sont des spécialistes du macro, d'accord? Et moi, je suis un spécialiste du micro. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir les mains dans la merde. Donc voilà. L'alimentation,
vous pouvez couvrir pour un petit groupe de 6 à 8 personnes, je vous donne un chiffre comme ça, aux alentours de 95% de vos besoins. Mais il y a une part incompressible qui est en bleu. Qui déjà a une idée de ce qui peut être dans le bleu? Si je vous dis que... Non, ce n'est pas les céréales. On peut atteindre le vert. Bon, je vous le dis parce qu'avec le son, c'est pas terrible. C'est le sel. Vous avez besoin, c'est un problème sanitaire, hein, le crétinisme, on sait qu'il vient essentiellement dans les zones montagneuses, du fait qu'ils prenaient du sel, du minerai de sel et pas non du sel de mer, et donc ça a engendré des problèmes sanitaires. Donc, même sur l'alimentaire, on peut se dire qu'on maîtrise, on se rend compte que déjà, il y a une part incompressible qui est déjà de l'ordre du commun, parce que c'est du commerce. Ok ? La deuxième partie, c'est l'énergie. Alors l'énergie, c'est vaste. Les spécialistes vous en ont parlé. Sur le terrain, ça représente quoi? Ça représente votre chauffage. Vous retrouverez ça, pour ceux qui restent là, hein, je ne vous fais pas de pub, mais vous retrouverez, je vous expliquerai un peu mieux en détail sur la deuxième conférence que j'anime. Il y a une grosse partie que vous pouvez encore maîtriser quand vous êtes comme moi dans la nature. Parce que je produis mon chauffage, je fais mon bois de chauffe, parce que j'utilise des systèmes solaires, parce que ci, parce que là. Mais il y a une part qui m'échappe. Et entre autres, par exemple, et on y reviendra, c'est ce dont parlait tout à l'heure Laurent, qui est par exemple l'accès à la santé. On va le voir, en fait, tout ça. C'est une part énergétique. La route, c'est pas moi qui l'entretiens. Enfin, mon chemin, je vais l'entretenir, moi, mais dès lors où il y a de l'extérieur. Donc il y a une part énergétique qui m'échappe. Et là, je vous donne déjà en fait une idée, c'est que ce qui est en train de se dessiner là, le vert, c'est ce que vous pouvez maîtriser, et le bleu, c'est ce que vous ne maîtrisez pas, et c'est ce qu'on peut appeler un commun, ou des communs. La santé. Alors la santé, quand vous êtes tout seul au fond des bois, vous pouvez faire un peu de santé préventive. C'est quoi? C'est bien manger. C'est faire attention, c'est faire de la bobologie, c'est faire prendre du miel de vos ruches et puis de vous faire en fait un peu des trucs. Mais il y a très vite des choses qui vous échappent. À un moment, même si, ne serait-ce que si vous avez votre brevet de secourisme, il dépend de l'extérieur parce que vous avez suivi une formation qui est à l'extérieur. Donc on voit que d'un seul coup, la part commune, la part qui est faite à l'extérieur, elle gappe. La sécurité. Ça aussi, c'est un autre domaine. Vous pouvez en faire une toute petite partie. C'est ce que vous faites quand vous mettez un casque, quand vous mettez des chaussures coquées, quand vous mettez des gants, quand vous mettez des lunettes. C'est une sécurité qui est préventive. Vous allez surveiller, c'est ce qu'on voit s'organiser par exemple dans certaines parties rurales ou dans certains quartiers où on va mettre en place de la surveillance, des choses comme ça. Mais on voit d'un seul coup que la question de la sécurité, c'est quelque chose qui est de l'ordre beaucoup plus du global. L'éducation. Alors dans l'éducation, j'ai pris spécialement ce mot-là, ça englobe l'éducation telle qu'on la connaît, mais ça englobe aussi la transmission de savoir. D'où, avec l'école à la maison, vaste débat dans lequel je ne rentrerai pas, il y a une part qui peut être faite en autonomie. Ce que vous a appris votre grand-père, voilà, ça fait partie du camembert vert. Mais un médecin, par exemple, on va avoir beaucoup de mal, même si on a un gros groupe, on va avoir beaucoup de mal finalement à le former au sein de ce petit groupe. Ça fera forcément référence à un référentiel qui, lui, est plus global. Et on voit bien aujourd'hui les ajustements qu'on a été obligé de faire, entre autres dans la médecine, d'essayer de remettre à niveau les différentes formations, parce qu'on avait besoin de médecins dans certains pays en Europe, et on a fait venir d'autres continents, on a fait venir d'autres médecins. Et on a essayé de faire cet ajustement. Donc c'est pareil, l'éducation, ça fait partie, en grande partie, du commun. Et alors là, il y a le truc qui, lui, est complètement à l'envers, en fait, de l'alimentation, c'est la justice. Et là, la justice, elle dépend énormément de l'extérieur. Vous allez pouvoir régler peut-être le conflit de manière, je vous l'espère, la moins belliqueuse possible avec votre voisin, parce que, je ne sais pas... il a fait trop de bruit ou je ne sais pas quoi, mais très très vite, on se rend compte qu'on a besoin du commun
pour que ça fonctionne et que ça fonctionne de manière équitable. Je compte, hein, parce que sur les 6 pôles que je vous ai représentés, en définitive, qu'est-ce que vous pouvez remarquer? Il y a plus de vert ou plus de bleu? Ben, en surface, il y a plus de bleu. Ça veut dire qu'en fait, que, par rapport à ce que Laurent disait, c'est quasiment impossible d'être en full autonomie. Il n'y a pas un camembert qui est vert. Et, je ne vous fais pas de teasing, hein, moi je veux essayer de faire un camembert vert. Et donc j'ai prévu de partir avec mes chevaux, d'aller au bord de l'océan, de dessicquer de l'eau de mer pour faire du sel et de revenir et de présenter la facture en disant « Voyez, ça c'est une grosse connerie ». Parce que ça n'a aucun sens de faire ça. Mais je le prouverai par l'action. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui, sur le terrain, mais dès lors où vous prenez un petit peu de recul, moi je vous parle de choses qui se font en fait sur le terrain, ben vous voyez que vous êtes obligé d'avoir ce strabisme, quelque part, de toujours regarder le micro et de toujours aussi de regarder le macro. Vous pouvez pas dissocier des deux. Donc, ce ne sont pas mes doubles maléfiques, là, les deux, là, mais pas loin. J'ai besoin d'eux pour réfléchir, en fait, parfois à me sortir les doigts de mes trucs, de mes chevaux qui s'en vont, de mes panneaux solaires qui piétinent ou je sais pas quoi, pour réfléchir à ça. Et eux, je les prends, je les remets, en fait. Et il y en a un des deux, là, que j'ai mis en train de remplir des godets de terre et de lui dire, bah, tu vois, ça, c'est important. Alors, on va faire ce slide aussi. Et ça sera, si on considère qu'un lieu d'autonomie, alors vous avez bien vu en bas, hein, c'est marqué partout en bas. Et à ce mot, il est capital. Hein, c'est tendre. Ok, c'est pas réussir. Je vous ai passé des camemberts avec du bleu, donc c'est pas possible de faire l'autonomie. Donc l'idée, c'est de faire quoi? C'est comment on peut réorganiser les choses. Et Laurent, je refais cette parenthèse, tout à l'heure m'a présenté en disant que voilà, j'avais une solution. Je me présente toujours comme ça en disant je suis une solution, je ne traite que de l'autonomie alimentaire et énergétique. Hein. Donc déjà, je ne traite pas tous les camemberts. Hein. Okay, même sur les camemberts que je vous ai passés avant, où il y avait du vert, j'en parle pas, ou très peu. Voilà, c'est pas du tout mon domaine. J'essaye de représenter une solution partielle à un problème potentiel. Alors que si vous n'avez pas compris que j'ai mis la culotte de zinc, les bretelles et tout ça pour vous dire que je suis absolument pas sûr de détenir la vérité. Mais je fournis l'information à toutes les personnes qui voudraient se mettre en mouvement pour qu'ils soient bien sûrs de là où il me semble intéressant d'aller. Mais la première autonomie, c'est l'autonomie de la pensée. Ça, il faut que vous ayez bien en tête. Ok ? Donc, si je considère que mon lieu d'autonomie, avec mes petites parties vertes, là, que les 2 premières qu'on a vues sur l'énergétique et sur l'alimentation, c'est une petite cellule qui est capable de traiter une bonne partie du truc, bah, toute seule, elle est très vite limitée. Si je la connecte à une autre cellule de cette taille-là, et là, ça doit vous ramener en fait à des souvenirs de ce qui se passait avant. C'était quand on faisait, par exemple, les moissons, la fête de la batteuse, toutes ces choses-là, eh bien, on se regroupait pour mutualiser soit des moyens, qui étaient par exemple des chevaux, une batteuse, et puis pouvoir faire face à des surcroît de travail à un moment donné dans l'année. Parce que ce qu'il faut bien comprendre dans la société dans laquelle, et ça j'y reviendrai plus longuement dans la deuxième conférence, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est une société complètement hors sol. Mais on est complètement déconnecté de ce qu'on a été et d'où on vient, et que c'est vraiment dramatique, et que c'est ce qui est certainement le plus compliqué dans mon métier. Vraiment, mais de loin et de loin. C'est-à-dire que autant sur les aspects techniques, je pense qu'on peut s'en sortir. Je suis loin d'être le seul, il existe plein de bouquins, plein de supports, tout ça. Donc on arriverait à transférer de la compétence. Transférer de l'organisation, là déjà, on ne touche pas du tout à la même population et à la même quantité de population qui est capable de le faire, mais ce que je mesure, c'est que vraisemblablement,
même si ça pourrait, entre guillemets, être vu comme une élite, eh bien, il y a un certain nombre de gens qui seraient en capacité de piloter des gens qui, eux, seraient dans le fer. Vous voyez la mécanique. Par contre, il y a une chose, c'est qu'on a fait des générations de fainéants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les esclaves énergétiques dont ils parlaient, ben, ils nous ont pourris jusqu'à la moelle. Je ne fais pas de politique. Hein. Le fait de pouvoir comme ça connecter ces petits lieux les uns aux autres, eh ben, ça permet d'avoir plus de force, ça permet de mutualiser. Et donc, l'idée, c'est d'essayer en fait d'assembler ces différents éléments, d'en mettre tout un tas, sauf qu'à un moment, ben, ça ne fonctionne plus tout seul. Ces modules-là, en fait, arrivent à interagir, mais quand on atteint en fait une certaine taille, on est obligé de créer une autre bulle dans laquelle il y a un autre acteur qui arrive, qui est le gestionnaire des communs. Alors ça s'appelle une mairie, ça s'appelle un canton, ça s'appelle une CUMA. Vous savez ce que c'est une CUMA en fait? C'est un regroupement agricole. Voilà. Donc ça a plein de... Je vous explique en fait un principe. Donc on a des granulosités, on a des agrégats qui se font de personnes ou de moyens qui représentent ces petites cellules, qui se réassemblent les uns aux autres, et à un moment, ils forment une force, une capacité, et ils se détachent en fait un gestionnaire. Voilà. Donc pour cette partie... Non, attends, tu peux débrancher, pardon. Donc, ben oui, j'ai pratiquement terminé. Alors, qu'est-ce qui est atteignable au jour d'aujourd'hui? On le verra dans la deuxième partie. Quand je pose, par exemple, amusez-vous à poser cette question vous-même. Vous arrivez devant quelqu'un et vous lui dites est-ce que tu es au courant de la quantité de tomates que tu consommes par an? La personne, elle va quasiment systématiquement faire toujours la même gymnastique, c'est qu'elle va se voir soit à la caisse, soit en fait à la pesée du supermarché, soit au niveau du marché, en train de peser ses trucs. Mais vous n'allez jamais compter la pizza que vous avez achetée, sur laquelle il y a du coulis de tomate. Vous n'allez pas compter que vos enfants, eh ben, ils sont allés à la cantine, que vous êtes allé manger chez des amis, que si, que là, que vous avez passé 5 semaines de vacances. 5 semaines de vacances sur 50 et quelques semaines. J'ai un téléphone anti-choc. C'est pas rien, c'est 10%. C'est pas rien. Et là, on est en train de parler de quelque chose où, dans l'autonomie, c'est vraiment la culture du résultat. Vous vous en foutez du reste. Ce que vous voulez, on parle quand même de deux choses cruciales qui sont l'énergie capitale, qui sont l'énergie et l'alimentaire. Vous ne pouvez pas bricoler avec ça. C'est pas possible. Il vous faut en fait obtenir absolument des résultats et des résultats probants. Voilà. C'est bon ? Écoutez, je vous propose qu'on passe en fait aux questions-réponses. Je remercie en tout cas ces deux personnes qui sont venues. Alors, nous, on tenait... Je prends la liberté de le dire. Laurent vous en a un petit peu parlé. Nous, on tenait à ce qu'on dédiabolise le mot survivaliste et que ça nous semblait en fait important, y compris vis-à-vis de l'extérieur, qu'il n'y ait pas une image de survivaliste comme quelqu'un qui étant armé et qui est belliqueux. Nous, on ne prône pas du tout en fait ce côté-là, mais pour nous, en fait, c'était important qu'on intervienne parce qu'on a vraiment besoin de tous les uns des autres. Je vous ai passé des schémas pour vous montrer que la nécessité du commun était là. C'est certainement pas en clivant qu'on va faire du commun. Voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, messieurs, pour cette première partie de conférence. Vous vouliez dire quelque chose? Non, je voulais juste préciser, mais on voit qu'on est bien en accord, que si c'est le survivalisme, c'est un seul, on peut questionner l'intérêt de la chose. Moi, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est une société de survivalisme. C'est une société qui admet le réel et qui s'adapte à ce réel plutôt que qui suivent des paradigmes, des croyances, des doctrines, des doxas
qui visiblement ne sont pas opérationnels. Voilà. Et ça, il y a certaines personnalités qui parlent d'état résilience, par exemple. Et là, on voit bien qu'à chaque niveau, intime, social, politique, que ce soit le canton ou le grand barbu chevelu de la tribu, eh bien, on a ces accords et cette pensée-là. Donc, est-ce que je suis survivaliste? Ni pour ni contre, bien au contraire, tout dépend de quoi on parle. Voilà. Cyrus? J'ai plutôt parlé de résilience collective tout à l'heure, pas tant que ça des résiliences à petite échelle. Ça ne veut pas dire que je trouve pas ça intéressant, bien au contraire. Je suis même assez admiratif des démarches d'autonomie telles que celles que mène Pierre. Donc, vous pouvez suivre son compte Facebook, entre autres, il y a beaucoup de conseils utiles. Et puis, vous pouvez suivre son cheminement aussi, mois après mois, année après année. Évidemment, les deux échelles sont complémentaires et l'échelle individuelle, alors même si c'est pour produire 10-20% de sa propre nourriture, moi dans mon appartement c'est 0, même 10-20% c'est un complément intéressant au système global. Il y a des démarches plus généralisées à grande échelle comme les collectifs de jardins partagés russes, ça c'est un peu perdu, mais où là chacun produit dans son 600 mètres carrés de jardin une part de ce qui le nourrit. Bon, il y a des exemples aussi à Cuba. Donc tout ça, je trouve c'est absolument intéressant et c'est des démarches qui font société, qui peuvent être totalement complémentaires avec des échelles de résilience à plus haut niveau territorial. Un mot sur le survivalisme qui n'est pas forcément, des milieux que je connais forcément bien. Je n'en fais pas une image particulière, je sais que c'est diversifié. Je sais qu'il y a certains segments de ce courant avec lequel je vais avoir des désaccords idéologiques. Néanmoins, je trouve que alors voilà, il y en a tout ce que j'ai pu raconter sur le GIEC, ils vont penser que c'est des bêtises, que ce soit à la fois chez les survivalistes et chez beaucoup d'autres communautés, mais ce que je trouve intéressant et qui peut unir tout ça et quand même sans bisounoursis faire travailler ensemble, c'est la notion de limite, la notion de risque, la notion que voilà, le monde c'est pas open bar, la notion qu'il va falloir s'adapter à un monde contraint. Et sur cette base-là, il y a des choses sur lesquelles travailler, ou inversement, par rapport on a cité les transhumanistes et autres communautés qui pensent que tout est infini et qu'il suffit de vouloir quelque chose pour l'avoir. Voilà, je ne me sens pas forcément proche non plus de ces gens-là. Donc il y a de quoi construire malgré les clivages. Merci beaucoup, messieurs. Alors, si déjà il y a une première partie de questions avant ensuite la conférence de Pierre, si quelqu'un a des questions. Personne? Oui. En parlant d'effondrement potentiel, est-ce que c'est conceptuellement possible de l'envisager de façon personnelle? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut se préparer intérieurement, le comprendre et au-delà l'anticiper, ou alors aucun plan ne résiste au contact de l'ennemi et ça ne marchera pas de toute façon? Bon, je vais parler en tant que président de l'association Adrastia qui a mis le mot effondrement sur sa page web en 2014, avant Pablo Servigne, mais après l'Institut Momentum et bien après le rapport du Club de Rome. Je pense qu'on n'est jamais prêt à un effondrement. Si je vous annonce que vous avez un cancer généralisé, que vous en avez pour 2 mois, vous allez vivre un effondrement que vous ne pouvez pas imaginer là maintenant, parce que je ne suis pas médecin et je ne pense pas que vous ayez un cancer. Mais c'est des choses qui sont tellement disruptives qu'on ne peut pas les vivre. On peut juste se donner des moyens au cas où. Et ce qui est très important avec ce mot, qui est un mot énorme, on dit un mot valise, c'est de bien comprendre qu'il est extrêmement ambigu. Un effondrement, c'est comme le mot travail. Si je vous montre ma maison en disant « ça c'est mon travail », est-ce que j'ai fabriqué de mes mains cette maison ou est-ce que c'est le résultat d'heures et d'heures passées au bureau qui m'ont permis de payer un banquier qui m'a permis de construire la maison? Vous voyez, c'est un résultat. Mais quand je vous dis « je travaille », c'est un processus. Un effondrement, déjà si je vous dis effondrement, vous allez peut-être voir une ville en ruine, un arbre par terre, c'est un résultat, ou un arbre qui tombe, et là c'est un processus. Donc est-ce qu'on parle du résultat? Est-ce qu'on parle du processus? Premièrement. Deuxième chose, c'est si c'est un processus, on part de quoi? On arrive où? Comment entre les deux? Dans quel délai? Tant qu'on ne précise pas ces choses-là, on ne peut pas prendre de mesures.
Si vous dites l'effondrement viendra par une pandémie, pour vous protéger d'une pandémie, vous ne faites pas du tout la même chose que si je vous dis ça viendra d'un arrêt de pétrole. Vous voyez? Bon, je vous dis que peu importe, ça va bloquer quelque part. Est-ce que ça va s'arrêter en 2 jours chrono, comme dans les films hollywoodiens, ou est-ce que, comme les Romains, on va changer de paradigme sur plusieurs siècles à partir des pestes antonines? 1er siècle. Prise de Rome, 468, ou de mémoire, quelque chose comme ça. Bon, je ne sais pas. Est-ce qu'on va se retrouver dans Mad Max? Ou est-ce qu'on va se retrouver dans des communautés touareg, nomades, qui vont... c'est pas du tout pareil. Donc de quoi on parle? Tant qu'on n'a pas défini ça, on va avoir du mal, parce que chacun va utiliser un mot, mais avec son imaginaire derrière, on ne va pas se comprendre. On croira parler la même langue, mais on ne manipulera pas les mêmes idées. Donc si vous voulez parler de ça, il faut commencer par poser le problème plus précisément. Donc nous, on dit, on va affronter notre système de croissance, pour résumer, infini, dans un système fini, atteint ses limites. Aux limites, tout modèle n'est plus valable. Ça, c'est quiconque a fait un moindre modèle de simulation de n'importe quoi, même de budget familial, c'est bien qu'on ne partira plus en vacances si on diminue le salaire, par exemple. Eh bien, il faut définir ça pour voir les conditions limites et voir ce qu'on peut faire aux limites. Vous voyez? Donc, pour vous, votre cas personnel, quel est votre système? Quel est votre objectif? Quelles sont vos contraintes? Quels sont les enjeux? Quelles sont les menaces? Et à partir de là, vous pouvez commencer à réfléchir. Et je n'ai pas plus de conseils précis à vous donner que ça. Chez Adracia, on n'est pas prescripteur, on se refuse de dire aux gens qui viennent chez nous, et ils restent pas, généralement ils restent 1 à 2 ans, puis au bout de 2 ans ils disent moi je vais faire un truc, j'ai trouvé quoi grâce à vous, mais très bien mon gars, t'es autonome dans ta tête. Et le plan, je ne donnerai pas le même conseil à un retraité de l'agriculture qu'à un jeune étudiant en architecture, qu'à un citadin, etc. Il n'a pas les mêmes enjeux et il n'a pas les mêmes apports à amener. On a décrit un monde avec plusieurs niveaux de solutions et d'action. Et bien, il n'a pas la même solution à apporter. J'ai quand même une info. Hein. Tous les agriculteurs en moyenne ont 60 ans. Dans 5 ans, ils sont tous partis en retraite. Donc il va se poser un choix, c'est plus de machines et d'énergie ou plus de gens qui travaillent dans les champs. Ça, c'est pas de la prospective, ça c'est de l'évidence. Alors à l'heure actuelle, il faut bien vous dire qu'on est à peu près à 3% d'agriculteurs. Si on veut être souverain sur notre alimentation et faire baisser cette histoire de part de 10 calories pour une, écoutez bien ce que je veux vous dire, il faut 40% d'agriculteurs. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire, en sachant que quand je vous fais le focus sur la révolution industrielle, c'est 60% de la population qui est en agricole. Donc revenir à un niveau de 40%, je peux vous dire que le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, il n'a plus rien à voir. Mais je mets en perspective une autre chose. Denis Meadows, dans sa dernière intervention, quand on lui a dit « mais finalement, vous voulez qu'on retourne à l'âge de pierre », il a répondu très intelligemment au journaliste ou à la journaliste que si on revenait au niveau de consommation énergétique en 1950, on divise la facture par 2. Alors, je ne fais pas de politique, mais quand on voit en fait qu'aujourd'hui, et mes 2 acolytes, là, je sais qu'ils font un peu de politique, mais bon bref, je vais un peu les taquiner, quand on voit en fait qu'aujourd'hui, dans le plus engagé des projets, on titille les 10%, alors qu'en fait, que si on se remettait sur les années 50, on fait un divisé par 2. Et je pense que vous avez suffisamment de bouteilles pour vous rendre compte qu'en 1950, c'était quand même pas du tout le Moyen-Âge. Donc je vous laisse réfléchir à ça. Un peu en complément sur la préparation à l'effondrement à échelle individuelle. On peut agir en tant que consommateur, en tant que travailleur, en tant que citoyen engagé en politique, en tant qu'épargnant et investisseur. Enfin, il y a beaucoup d'échelles auxquelles agir. Des sources d'inspiration, ça peut assez simplement, non, mais ça peut être les sociétés qui récemment se sont, d'une manière ou d'une autre, assez brutalement effondrées. Il y a le bloc soviétique, il y a eu Cuba dans les années 90, un effondrement qui résulte de l'effondrement du bloc soviétique et d'un coup, moins 50% de pétrole. Bon.
plus récemment le Venezuela, le Liban. C'est intéressant de voir dans tous ces cas qu'est-ce qui a fourni un plancher quand même en termes de consommation d'énergie et d'alimentation. Qu'est-ce qui fait que quand même ils n'ont pas descendu jusqu'au bout. Et ce n'est pas que de l'aide extérieure. C'est aussi des mécanismes de partage, des mécanismes d'autonomie qui se sont mis en place. Je ne dis pas que c'était tout rose. Ceux qui ont vécu l'effondrement de l'Empire soviétique, enfin, il fallait savoir se défendre contre son voisin dans certains cas. Hein. Donc voilà, c'est pas du tout quelque chose de forcément marrant, mais ce qui pose aussi la question de la sécurité collective à minima à l'échelle du voisinage ou de la municipalité, si possible à plus grande échelle. Voilà, il y a beaucoup de rôles qu'on peut jouer en termes de préparation, je dis, consommateurs, travailleurs, enfin, c'est à chacun d'avoir cette réflexion-là. En termes, que ce soit à l'échelle d'un individu ou d'un système, je dirais, bon, pour un pays comme la France, il y a quand même des atouts, par exemple, alors nos sols ne sont pas dans un état génial, mais quand même, c'est sans commune mesure avec l'état de dégradation des sols dans d'autres pays. Donc les questions de manquer de nourriture, enfin, je veux dire, la France n'est pas forcément plus vulnérable qu'ailleurs, sauf si l'on considère qu'on a peut-être, dans les pays très industrialisés plus qu'ailleurs, beaucoup moins d'autonomie, beaucoup moins de souveraineté, avec beaucoup de dépendance à tout un tas de perfusions, comme dirait Stéphane Linou, à des importations de pétrole, d'engrais, de machines agricoles, etc., etc. Si ces flux se rompent, et on en voit une partie se rompre en ce moment, on a des difficultés à réagir, on a des hausses de prix qui écrasent avant tout les plus pauvres. Et là où on peut agir à la fois à l'échelle individuelle et collective, il y a cette notion de sobriété, ce qui consomme moins de ressources et ça peut se comprendre intellectuellement, ce qui consomme moins de ressources, c'est quand même plus résilient que quelque chose qui a besoin de beaucoup pour fonctionner, pour alimenter la machine. Il y a aussi une notion un peu de, alors sans aller jusqu'à l'autarcie, mais davantage d'autonomie, ça c'est évident, vous êtes tous là, vous êtes sensibilisés à ça. Ce qui a besoin d'un niveau raisonnable de dépendance à l'extérieur et un niveau équilibré d'autonomie est quand même plus résilient qu'une dépendance totale envers l'extérieur. De ce fait, une société très complexe qui est dépendante de beaucoup d'abondance et qui est très hétéronome comme les États-Unis, je ne la vois pas forcément, malgré toute l'abondance, je ne la vois pas forcément résiliente. Donc voilà, et cette sobriété et cette autonomie, elle s'organise évidemment collectivement. Là, je suis étonné à nouveau qu'on ne se pose pas la question, alors que franchement, ce qui manque, pour prendre l'exemple du pétrole ou du blé, ce qui manque pour que tout le monde soit content, c'est pas 50%. Mais c'est ça le problème du système, c'est qu'il suffit de quelques pourcentages de pétrole en moins pour que les prix explosent parce que le système est tendu, etc. Et comme l'organisation collective de la sobriété est tabou, pourtant on a fait des choses bien plus amples que ça pour le coronavirus. Là, en ce moment, l'effort qui serait nécessaire pour résorber le déficit de pétrole, il est franchement pas si énorme. Donc je pense à la fois en tant qu'individu, en tant que travailleur dans le métier que vous pourrez faire pour contribuer à une meilleure efficience dans l'utilisation des ressources, en tant que citoyen qui exprime des demandes politiques, et en tant que, si vous avez un peu d'épargne, investisseur dans tout un tas de domaines dont l'efficacité énergétique ou l'agroécologie qui va aussi contribuer dans le sens de la limitation des intrants et donc de nos dépendances vis-à-vis de l'extérieur, tout ça c'est à votre disposition pour agir. Alors moi j'aimerais, et c'est la dernière chose, j'aimerais quand même préciser quelque chose, c'est que ça fait 10 ans que je travaille sur le sujet et je vois vraiment quand même qu'il y a eu une mutation. Mon premier projet qui était beaucoup moins ambitieux que ce que j'ai aujourd'hui, il y a 10 ans de ça, j'ai eu le droit à tout, aux gendarmes, à l'ARS, voilà, j'ai vraiment eu le droit à tout. Aujourd'hui, l'administration, elle m'aide. C'est-à-dire que je travaille avec la Chambre d'agriculture, je travaille avec des élus et qui n'ont pas toujours les moyens et qui doivent faire... alors je cite cet exemple, hein, vous prenez, quand vous enregistrez une entreprise, vous déclarez une activité principale et vous avez un code APE. Moi, je me suis déclaré en fait en élevage équin. Pour vous dire en fait comment la société raisonne aujourd'hui, et je ne digresse pas, vous allez comprendre. Il est stipulé dans mon code APE que donc je fais l'élevage de chevaux à l'exception d'une hybridation entre un cheval et un zèbre. Donc il y a un mec qui, dans son bureau, est allé imaginer un truc
alors que moi je travaille avec les chevaux, j'ai jamais vu de ma vie, mais il y a un mec dans un bureau qui est allé me pondre un truc pour me segmenter en disant ah non mais si tu fais de la reproduction entre un zèbre et un cheval, c'est pas dans le truc. Donc forcément l'administration aujourd'hui elle sait pas faire. Et ça c'est un avis personnel, mais pour moi le changement il viendra pas d'en haut. Je suis pas le seul en fait à le dire. Le changement il viendra d'en bas. C'est-à-dire c'est des gens. Et je ne sais plus, j'ai relayé d'ailleurs sur ma page Facebook, il y a eu une intervention de quelqu'un à ce sujet-là, qui a dit que ça sera certainement des gens ultra motivés, alors ça m'a un petit peu peut-être flatté l'ego, mais ça sera quelques gens ultra motivés qui arriveront à faire peut-être en fait ce changement. Et ce qui fait beaucoup de nos échanges et parfois de nos empoignades, mais toujours en respect, c'est que la vision qui est faite du macro, elle se passe trop souvent en fait du micro. Et je pourrais vous citer par exemple des gens qui font un boulot extraordinaire qui s'appelle les Greniers de l'Abondance, qui est une association en fait sur Lyon, qui font vraiment un travail extraordinaire, qui comptent des calories, les machins, qui regardent vraiment le système, comment le système alimentaire il fonctionne. Il y a 6 mois de ça, ils m'ont fait un article, mais heureusement que je ne les avais pas en face parce que je l'ai coupé en deux quoi. Ils m'ont écrit dans un article qui faisait la promotion de l'autonomie des territoires qu'un cheval était 30% efficient alors qu'un tracteur était à 50% efficient. Pourquoi ? Parce qu'un tracteur, vous lui mettez 2 calories dans le réservoir, il vous en restitue une dans le sol. Et qu'un cheval, vous le laissez dans le pré pendant qu'il mange, enfin pendant qu'il ne fait rien, il consomme. Alors je vais être très vulgaire, mais bordel, quel est le con qui va croire qu'un tracteur, il ne va pas nécessiter des ressources minières, des transformations, et puis il va devenir quoi ce tracteur ? Il a fait manger je ne sais pas combien de techniciens qui ont coûté je ne sais pas quoi, alors que des chevaux, pour faire naître un cheval, il faut un pré, un mâle, une femelle, et que le jour où en fait ça meurt, c'est quoi ? C'est un tas de potasse, et ça retourne à la terre. Donc même des gens qui sont super bons et dont je félicite le travail, ils sont capables de m'écrire une connerie, mais monstre, parce qu'ils sont eux-mêmes hors sol. Et c'est pour ça que je les invite, ces gens-là, chez moi, en leur disant, mais redescends sur terre, regarde ce que c'est de mettre les mains dans la merde. Et pour vous répondre à votre question, pour moi, en fait, le changement de paradigme, c'est d'aller chercher toutes les zones d'inconfort que vous avez. Et que quand on me pose la question aujourd'hui, tiens, je réfléchis, j'ai peur d'un blackout. Est-ce que je peux installer quelque chose Est-ce que je peux installer vous avez plusieurs personnes qui ont des stands là-dessus, une installation solaire. Alors je dis oui. Il faut savoir que 95% des parcs solaires, en fait, aujourd'hui, entre autres particuliers, ne sont pas capables de fonctionner s'il n'y a pas l'électricité, si vous n'avez pas le réseau. Parce que tous les systèmes de pilotage ont besoin du réseau comme référentiel. OK ? Donc, quand les gens me posent la question, est-ce que je fais installer des panneaux solaires ? Je leur dis oui, mais vous faites installer un système qu'on appelle off-grid. C'est-à-dire que si jamais ça coupe, c'est capable de fonctionner. Mais vous vous arrêtez pas là. C'est que vous faites en famille des week-ends blackout. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous vous déconnectez du réseau et vous vous rendez compte que vous n'allez pas ouvrir le frigo comme ça. Vous n'allez pas sortir des trucs du congèle comme ça ou recongeler des choses. Parce que vous allez devoir faire avec beaucoup moins. Et tant que vous n'êtes pas le nez dans la merde, ça ne marche pas. Donc pour répondre à votre question, c'est bien d'aller faire des stages de, je sais pas, bushcraft, machin, de faire... Moi, je vous occupe, vous n'avez pas besoin de vous acheter une ferme, je vous occupe pendant 2 ans, tous vos week-ends, toutes vos vacances. Vous restez... Je vous occupe, il n'y a aucun problème. Et vous serez en fait beaucoup plus performant en fait, sur le terrain. Ça ne sert à rien d'aller chercher tout de suite le moyen tant que vous n'êtes pas capable de définir le besoin. Or, la réelle définition du besoin, c'est exactement comme dans un décès, c'est comme dans une rupture, parce qu'il faudra qu'on décède de cette société, il faudra qu'on fasse une rupture avec cette société. C'est quand vous ne l'avez plus que vous vous rendez compte réellement de sa valeur. Merci beaucoup. Je vais récupérer le micro. Hop. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette première partie de conférence. On a un petit peu empiété sur la conférence de Pierre donc, qui va suivre immédiatement. Donc les prochaines questions, on va les garder pour la fin. Voilà. Merci à Cyrus et Laurent pour votre intervention, c'était très intéressant. Merci beaucoup.